Désolée. Donc, ce café pot dédié au low-tech s'inscrit dans le cadre du programme d'animation du réseau des potes, les pionniers ordinaires de la transition écologique. Donc, moi, je suis Bertie Massé, je suis chargée de mission à la région à la direction de la transition énergétique. Et donc, je co-anime le réseau des potes avec l'équipe d'Energy Cities représentée aujourd'hui par Béatrice Carras. L'équipe de l'ADEME représentée aujourd'hui par Laurence Dubourg, pardon, et l'Agence régionale de biodiversité. Le réseau des potes existe depuis 2017. Il compte aujourd'hui plus de 550 membres. Il poursuit 3 objectifs: valoriser les potes et leurs initiatives pour favoriser leur essaimage, favoriser l'entraide pour accélérer les projets de transition écologique et faire émerger des projets collectifs. C'est le cas du projet de Route des Potes qui a été lancé l'année dernière et qui est une offre de tourisme alternative pour faire découvrir toutes ces initiatives de transition écologique dans la région portées par les potes. Donc, on va vous mettre les liens si vous voulez en savoir plus sur le réseau des potes et la route des potes. Voilà, donc ces potes, concrètement, ce sont des personnes qui portent des projets de transition dans la région, qui partagent un certain nombre de valeurs de solidarité, de transmission, de partage, qui ont envie d'œuvrer collectivement. C'est pour ça qu'ils rejoignent en général ce réseau, qui partagent aussi une vision d'un futur désirable. Ils peuvent être chefs d'entreprise, militants associatifs, élus, enseignants, particuliers, etc., etc. Et donc aujourd'hui, c'est Laurence qui a proposé donc de consacrer un café pot à la question des low-tech à l'occasion d'un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé il y a quelques semaines par l'ADEME, en partenariat notamment avec la région, avec le programme Transition Action porté par FNE et beaucoup d'autres partenaires. Donc, ce café pot va se dérouler en 2 temps. Un premier temps, donc c'est Terence Gaget de l'ADEME et Louane Hennequin du programme Transition Action qui nous expliqueront, enfin qui partageront la définition des low-tech, des retours d'expérience en Bourgogne-Franche-Comté et nous expliqueront donc les grandes lignes de cette AMI. Et donc la deuxième partie, la deuxième demi-heure sera consacrée aux échanges. Donc, je vais laisser Béatrice nous expliquer comment concrètement participer, puis on va vous faire un petit brise-glace très rapide avant de passer la parole à Terence et Louane. Merci à vous. Merci. Bonjour, moi je suis Béatrice Carras, je travaille à Energy Cities, une association de villes européennes. Je vais être assez court sur le sujet. Pour les échanges, on va laisser Terence et Louane dérouler leur présentation et puis on fera une session de questions-réponses après. Mais si vous avez des questions voilà, qui vous brûlent les doigts, vous les posez dans le chat et puis on y répondra après leur présentation. Voilà. Et puis rapidement, un petit brise-glace. Alors je vois qu'il n'y a pas, tout le monde n'a pas de caméra, mais on voulait que les potes en premier allument leur caméra et les autres éteignent leur caméra pour voir un peu la représentation de chaque participant. Ah voilà, il faut que j'aille sur l'autre page pour voir d'autres potes. Super, merci. Est-ce que il y a des personnes, des territoires, collectivités, est-ce que vous pouvez allumer vos caméras? Très bien. Super. Ah, il y a des potes et des territoires. Et est-ce qu'il y a des associations qui sont parmi nous? Il y en a qui cochent toutes les cases. Très bien. Eh bien, c'est parti. Alors, on peut commencer la présentation de qu'est-ce que la low-tech.
Très bien. Je vais commencer ça en vous Ah, juste partageant. encore, juste Oui, une précision. J'ai coupé des micros en début de session, donc on peut garder nos micros coupés le temps de la présentation. Merci. donc je lance la présentation. Déjà, comme ça a été dit, je m'appelle Terence Gaget. Oula, pourquoi ça passe pas? Parfait. Je m'appelle Terence Gaget, je travaille à l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté sur la thématique des low-tech et essentiellement dans le déploiement de l'appel à manifestation d'intérêt sur les démarches low-tech qui a été lancé le 16 avril et qui va se clôturer le 21 juin. Sinon, pour le sommaire, ça a déjà été dit, mais je vais présenter ou plutôt les définitions de la low-tech. Ensuite, Louane va faire un petit point un petit retour d'expérience sur la low-tech en Bourgogne-Franche-Comté. Et je vais conclure sur l'appel à manifestation, en quoi il est pertinent et comment il s'organise. Donc tout de suite, avant d'entamer la définition, je voulais vous parler des influences de la low-tech, c'est-à-dire tout d'abord on a Ernst Schumacher qui lui parlait de technologie appropriée ou technologie à visage humain. C'est un économiste britannique qui a notamment écrit Small is Beautiful, Study of Economics as if People Mattered. Donc lui, il est beaucoup centré sur justement, ses études sont beaucoup centrées sur la taille de ce qu'on crée. Est-ce qu'on doit créer toujours plus grand, gigantesque, ou est-ce qu'on doit créer à taille humaine justement pour les humains? Ensuite, on a Ivan Illich qui parle de d'outils convivial. Euh, pour lui, il parle aussi de vitesse généralisée, c'est-à-dire par exemple si on prend un vélo ou une voiture et imaginons qu'on se mette à sommer toute la durée que ça a pu prendre d'avoir une voiture, par exemple tout le temps de travail que ça prend pour acheter la voiture, pour entretenir la voiture, pour toutes les questions d'assurance, etc. Et on voit quelle distance on a parcouru avec cette voiture ensuite. Donc, on va avoir une vitesse généralisée de la voiture. Et si, à son époque, en tout cas, c'est plus le cas maintenant, mais à son époque, si on comparait cette vitesse à celle du vélo, qui est beaucoup plus rapide à acheter, par exemple, alors le vélo était plus rapide. Donc, ça va être ça, justement, l'outil convivial, un outil plus adapté à l'humain et fait justement pour l'humain. Et pour finir avec ses influences, on a Jacques Ellul qui lui parle du mythe du progrès ou encore le bluff technologique qui qui nous pousse à nous questionner sur est-ce que la technologie est toujours la réponse? Est-ce que, euh, est-ce que justement on ne nous vend pas, quand on nous vend la technologie, tous les points positifs et on ne nous parle pas des points négatifs, notamment si on veut prendre un exemple. La voiture, on nous dit on va pouvoir aller plus vite, on va pouvoir aller plus loin, déplacer des charges lourdes, mais quand on nous vend une voiture, on nous parle pas du bitume, de la pollution ou encore du bruit que cela va engendrer. Et justement, est-ce qu'on a le droit de se questionner sur la technologie? Est-ce qu'on a le droit de dire que la technologie peut avoir des conséquences négatives sur nos vies et sur l'environnement? Donc, justement, après ces influences, c'est comme ça qu'est né le terme de low-tech. Si on prend justement une technologie appropriée ou à visage humain, la convivialité et le mythe du progrès. Justement, le mythe du progrès, c'est en ça qu'on veut, c'est cette notion que veut refléter la low-tech avec justement ce terme un peu provocateur qui dit est-ce qu'on a le droit de penser autre chose que la high-tech finalement? Donc, vous voyez, c'est justement construit, ce terme low-tech est construit en antinomie avec le terme high-tech. On ne veut pas s'opposer toujours à la high-tech, on veut juste refuser de supposer que tout problème se règle par une surenchère high-tech. La high-tech peut être utile, notamment si on prend les services de santé, ça peut être voilà, très, très utile, mais est-ce que c'est toujours le cas? On a envie de pouvoir se poser la question.
Donc la low-tech, c'est pas du technosolutionnisme. On va pas dire que cet objet est parfait, cet objet c'est le meilleur, regardez-le. C'est pas non plus de la technophobie. On va pas s'opposer toujours à la technologie, mais c'est du techno-discernement. C'est-à-dire qu'on va s'autoriser à questionner toutes les conséquences de la technologie. Est-ce que si j'utilise cette technologie ou une autre, quels vont être les impacts positifs et négatifs de chacune? Donc là, je vais enfin entrer dans les définitions. On a par exemple la définition du Low-Tech Lab la plus connue, qui est vraiment centrée sur utile, durable, accessible. Je vais revenir là-dessus. Ou encore la définition, ou plutôt les 7 piliers de Philippe Biwix, qui ont été écrits dans l'âge des low-tech. Ou ma préférée, la définition d'Arthur Keller, où on voit très globalement, enfin très, très rapidement à droite, qu'elle se base sur la durabilité forte, la résilience collective et un point que j'aime beaucoup, la transformation culturelle. Il y a plein d'autres définitions, là presque des low-tech. On voit d'autres définitions, il y en a bien plus que ces 6-là. Mais aujourd'hui, en tout cas, étant donné qu'on on n'est pas sur un webinaire de 10 heures, on va plutôt aller à l'essentiel. Je vais vous présenter la définition ADEME. C'est pas pour voilà, on ne veut pas ajouter une autre définition qui doit remplacer d'autres, mais on veut mettre en lumière, on veut inclure et exclure le public, justement inclure le public qui pourrait être intéressé par la low-tech et exclure tout ce qui pourrait être low-tech washing, par exemple. Je reviens là-dessus juste après. Cette définition, elle est en 3 grosses parties. D'abord, la low-tech, c'est une démarche, c'est pas des objets. Et justement, on ne s'intéresse pas à un objet fini et on ne va pas dire qu'un objet est low-tech dans l'absolu. Je dis un objet, mais ça peut être un service, un système, un procédé. Il n'y a pas de low-tech dans l'absolu, mais plutôt relativement. C'est-à-dire, par exemple, si on prend juste en dessous le vélo, il va être plus low-tech qu'une voiture, mais le vélo va être moins low-tech que de la marche à pied. Enfin, quand je dis le vélo, je devrais plutôt dire prendre le vélo ou concevoir le vélo. C'est à ces démarches qu'on va s'intéresser. C'est pas l'objet vélo, c'est pas le système vélo, mais ce qu'on en fait. Enfin, quel est notre rapport à ce vélo? Le concevoir, l'imaginer, le promouvoir ou encore l'utiliser. Ensuite, la deuxième partie de la définition, on va déjà dire que l'approche low-tech, c'est une démarche innovante et inventive de conception, évolution de produits, procédés, services et systèmes. On peut aussi voir d'autres choses, par exemple, le low-tech lab voit aussi des modes de vie. Et l'objectif, ça va être de rentrer dans le donut, c'est-à-dire maximiser l'utilité sociale, être au-dessus du plancher social, que chaque personne puisse avoir accès à l'eau, à la nourriture, à des bons services de santé, à l'énergie, etc. Vous voyez tout ça dans le donut, à l'intérieur du donut. Et on va aussi essayer de réduire au maximum l'impact environnemental et surtout ne pas excéder les limites locales et les limites planétaires. Donc encore une fois, rentrer dans le plafond, être en dessous du plafond environnemental. Donc ça, ce donut, il vient de la théorie du donut de Kate Raworth, un livre publié en 2017. Et surtout, je vous en ai parlé quand j'ai parlé du Low-Tech Lab, on s'appuie sur 3 piliers, utile, durable et accessible. D'abord, dans la démarche low-tech, qu'est-ce qu'on fait? On questionne le besoin. Moi, j'ai besoin de me déplacer. Je n'ai pas besoin d'une voiture, j'ai besoin de me déplacer. Me déplacer pour aller à mon travail. Combien ça prend, par exemple, 10 km. Et là, je vais pouvoir peut-être trouver une solution, technologique ou non, à ce besoin, mais justement, on questionne ce besoin et on essaye de réduire au maximum euh, voilà, la solution qu'on va trouver ensuite. Donc, on va garder que l'essentiel. On va réduire la complexité technologique et surtout, on va entretenir ce qui existe avant de remplacer. C'est-à-dire, on évite de consommer low-tech. D'abord, on entretient avant d'acheter toujours plus. On entretient et ensuite, si c'est plus du tout viable, on peut envisager un remplacement. Donc là, on sera sur le pilier durable.
Et enfin, la low-tech se veut vraiment inclusive, donc l'objectif, c'est de permettre au plus grand nombre d'accéder aux réponses qu'elle produit et d'en maîtriser leur contenu. Donc, on a vraiment ces 3 piliers: utile, durable, accessible. Il faut savoir que le pilier utile, si quelque chose n'est pas utile, il ne pourra pas du tout être considéré comme low-tech. On va d'abord regarder l'utilité, puis ensuite la durabilité et l'accessibilité. Il y a cette hiérarchie entre ces 3 piliers. Donc, si on doit retenir les points importants de cette définition, on n'est pas sur des objets, des services, mais la démarche qui mène à leur conception, à leur utilisation, à leur promotion, à quoi que ce soit. Il n'y a pas de low-tech dans l'absolu, on est toujours dans le relatif. Voilà, un four connecté est le moins low-tech. Un four solaire est plus low-tech, mais ne pas avoir de four, c'est encore plus low-tech. Donc on va toujours comparer ces systèmes, ces démarches. L'objectif, c'est de rentrer dans le donut, comme je l'ai expliqué. Et surtout, le plus important, on va s'appuyer sur 3 piliers pour choisir, pour faire nos choix dans notre démarche: utile, durable et accessible. Ensuite, je vais laisser la main à Louane, qui va vous présenter la low-tech en Bourgogne-Franche-Comté. Merci Terence. Louane Hennequin, je suis chargée de projet chez France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté. Et avant de parler de 2 exemples qu'on a sélectionnés avec Terence, qui pour nous représentent bien la low-tech, je vais dire juste quelques mots sur le programme Transition Action que j'anime depuis maintenant 3 ans. Donc, il a été financé par l'ADEME et la région. L'objectif, c'est de travailler sur 3 thématiques: la sobriété, la low-tech et les communs. En 2021, c'était des nouvelles thématiques au sens où c'était vraiment le début d'un fort intérêt du monde politique pour savoir quels étaient un peu leurs potentiels en termes d'application sur les politiques publiques, et puis la manière dont on pouvait aider ces sujets à vraiment bien se déployer sur le territoire régional. Et supporter les porteurs de projets, les collectivités et les entreprises qui souhaitaient s'engager dans l'une et l'autre des thématiques. Donc les 3 objectifs principaux, c'était vraiment identifier tout ce qui se faisait: territoire, porteur de projet, un projet en individuel, tout ce qui pouvait être fait et qui était déjà fait, explorer aussi, créer une sorte de recherche-action pour qu'on puisse mieux adapter nos discours, nos visions. Et aussi identifier c'était quoi les leviers de motivation, les blocages et puis les freins peut-être à dépasser. Et enfin sensibiliser, acculturer, donc via des journées, des événements, des ateliers. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de potes qui ont participé à des événements et on en avait même co-organisé un sur la thématique des communs. Donc aujourd'hui, je vais surtout me concentrer, puisqu'on fait un retour d'expérience, sur la partie identifiée, qui a été vraiment centrale pour la bonne mise en place du programme. Ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début du programme, j'ai demandé un long temps, on va dire de 8 mois, à peu près 8-10 mois, pour vraiment rencontrer les acteurs locaux sur toute la région. Donc à la fois des élus, des techniciens de collectivité, des entreprises, mais aussi des associations, des porteurs de projets individuels, des individus qui étaient engagés sur l'un ou l'autre des sujets, qui parfois aussi n'utilisaient pas du tout ces thématiques-là, enfin ces termes-là. Ça m'a permis à moi de monter en compétences, mais aussi vraiment de pouvoir mettre en place une sorte d'état de l'art de tout ce qui se passait sur la région, de permettre d'avoir un lexique, une bibliographie, voilà, de créer une sorte de langage partagé, de vision commune dont on pourrait se servir pour avoir une base un peu commune sur toute la région. Et là, est-ce que tu peux passer le slide, s'il te plaît, Terence, peut-être? Voilà, et donc en fait, toute cette partie identification, elle nous a permis de construire 2 documents, et je vais me servir de deux exemples qui sont dans ces documents pour vous présenter un peu la low-tech en BFC. Un état des lieux, donc qui fait à peu près 60-70 pages, où on trouve plein d'exemples de projets ou d'entreprises qui sont engagées sur la low-tech, la sobriété et les communs. Et puis, on a été un petit peu plus en détail dans Lyon en réalisant un benchmark des initiatives low-tech avec 2 élèves de Sciences Po Lille qui étaient à l'époque en master développement durable.
L'idée, c'était vraiment de pouvoir aller rencontrer les acteurs locaux dans Lyon et de savoir qu'est-ce qui menait comme projet low-tech, qu'est-ce qu'étaient les blocages et surtout leurs besoins si jamais on voulait pérenniser leurs activités et vraiment mieux les soutenir. Voilà, donc ces 2 documents sont disponibles, on pourra vous envoyer des liens, mais voilà, assez facilement trouvables et on pourra vous les envoyer. Et donc, pour les 2 exemples qu'on a choisis aujourd'hui, sûrement que vous les connaissez. Alors, le premier, c'est l'atelier paysan. Quand on a réalisé le benchmark low-tech dans Lyon, on a été rencontrer Martin Barbieux, qui est un viticulteur à Vézelay, et qui en fait avait réalisé, il y aura une photo un peu après, mais un semoir viticole, donc avec l'atelier paysan. L'atelier paysan, c'est une coopérative d'autoconstruction qui a été fondée en 2009. En fait, ils sont partis un peu du principe qu'actuellement, le modèle agricole empêche les paysans d'avoir accès à leur autonomie et de pouvoir, notamment sur la partie machine ou même bâtiment, réparer eux-mêmes et faire eux-mêmes. Et donc, leur volonté, c'était vraiment de pouvoir un peu faire sauter les dépendances techniques qui étaient créées par le système agricole et de pouvoir vraiment créer des outils qui partent des usages et des besoins qu'ont les paysans en faisant. Donc, l'idée, c'était d'avoir vraiment la meilleure vision possible d'un point de vue pratique et surtout, voilà, comme j'ai dit, de regagner en autonomie. L'idée de l'atelier paysan, c'est vraiment de comprendre comment les machines elles se font, comment est-ce qu'on peut les réparer simplement, et aussi d'utiliser du matériel qui est facilement accessible, qui est trouvable aussi voilà, en local ou réutilisé. Ils ont d'abord créé un premier outil en faisant rencontrer un ingénieur avec des agriculteurs. Et ensuite, peu à peu, ils se sont développés. Et donc maintenant, ils proposent leur service d'accompagnement à différents paysans et dans plusieurs territoires, pas uniquement en Bourgogne-Franche-Comté. Leur démarche, elle s'inscrit dans une démarche plus large d'agroécologie paysanne. Je ferai peut-être un petit focus après, mais vous voyez déjà un peu les trois principales idées de ce mouvement-là. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment de la souveraineté technique et se réapproprier les savoir-faire. Voilà, donc si vous connaissez un peu, par exemple, dans le film, moi, c'était quelque chose qui m'avait un peu marqué. Au nom de la Terre, on voit bien à un moment que dans la logique, il doit avoir de plus en plus de bêtes pour pouvoir s'en sortir financièrement, que finalement, il va se doter de certaines machines qui, en fait, lui-même, l'agriculteur, ne sait pas réparer. Et en fait, quand elles cassent, il se retrouve dans l'impossibilité de lui pouvoir nourrir autant de bêtes. Et en fait, on voit un peu cette course en avant vers de plus en plus grand, de plus en plus gros et puis de moins en moins compréhensible. Et donc, l'atelier paysan, pourquoi c'est low-tech? Si vous avez bien écouté la présentation de Terence, vous avez déjà les grandes idées en tête, mais l'idée, c'est que c'est déjà une démarche qui va vers la durabilité et vers la possibilité de réparer. On a aussi des objets qui sont vraiment basés sur le besoin des usagers, avec une réflexion sur les pratiques et ce qui sera vraiment le plus adapté pour faciliter la vie des paysans. Ensuite, on a aussi une logique d'accessibilité. Pareil, je pense que... Est-ce que tu peux repasser le slide juste après? J'ai mis quelques exemples là, mais tous les plans sont en Creative Commons, donc accessibles sur le site internet. Ils organisent aussi des formations et de l'accompagnement pour pouvoir aider à construire ou à penser son outil. Donc on est vraiment dans une logique voilà, d'ouvrir les plans et ce qu'on crée. Voilà. L'ensemble des infos, tout ça, tout est sur leur site web. Dans le catalogue, sur l'état des lieux et puis aussi dans le benchmark low-tech, il y a quelques exemples et puis des liens. Ah ben voilà, Béatrice, elle vous partage le site. Parfait, merci. Et donc, au-delà des outils en eux-mêmes qui sont créés, pour moi, c'est aussi l'ensemble, on va dire, de la démarche qui s'inscrit un peu dans la low-tech, et justement parce qu'ils ont cette idée d'agroécologie paysanne. Donc, on a vraiment des pratiques respectueuses de l'environnement, le développement d'une science des écosystèmes agricoles, donc l'idée de tous et toutes monter en compétences, de mieux comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir adapter nos pratiques et voilà, aller vraiment vers, encore une fois, une logique de durabilité. Et enfin aussi, un mouvement social
qui défend un modèle qui est quand même plus équitable et durable. Et ça, c'est quand même aussi un aspect important de la low-tech, c'est qu'il y a quand même une notion derrière de justice sociale et d'égalité entre les individus. Voilà, donc ça, c'est pour le premier exemple de l'atelier paysan. Et donc, pour le deuxième exemple, j'ai choisi de vous présenter les attelages de Jamassi. Alors, j'ai rencontré Magali, donc une des deux personnes des attelages, au début du programme, en fin 2021, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, là, j'ai mis un peu à jour toutes les infos, mais l'idée, c'est que ils ont voulu créer leur activité en 2019 parce qu'ils étaient passionnés de chevaux. Et en fait, ils se sont dit comment est-ce qu'on peut allier notre passion et puis une activité économique derrière, mais qui soit quand même inscrite dans un certain respect de l'environnement et dans la durabilité. Et donc, ils ont suivi une formation sur la traction équine et étant passionnés et persuadés du bienfait du côté environnemental, ils ont décidé de se lancer là-dedans. Donc, ils offrent les attelages de Jamassi plusieurs services avec leurs chevaux. Il y a les attelages traditionnels, on va dire, voilà, pour des événements. Mais il y a surtout des services en viticulture, en débardage. Ils font aussi des interventions en EHPAD, donc un côté social. Et puis surtout, ils ont commencé un test dans plusieurs communes. Maintenant, il y en a 7 qui sont associés pour faire du ramassage de déchets hippomobiles. Donc, l'entreprise qui fait ça, enfin, l'entreprise qu'ils ont créée s'appelle Triotro. À l'époque, ils s'étaient rapprochés du CIRTOM de Chani, qui les a vraiment bien soutenus pour pouvoir développer leur activité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en local, ils ont demandé l'aide d'un ingénieur pour pouvoir créer une benne qui soit plus légère, mais qui permette quand même de ramasser 15 mètres cubes de déchets. Avec voilà, des ressources qui puissent quand même être... enfin, elle a été créée dans un rayon de 100 km autour de la Bourgogne-Franche-Comté, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, l'idée, là encore, de la traction animale et pourquoi c'est low-tech, c'est parce qu'on est vraiment, encore une fois, sur une réflexion sur le besoin. Donc, c'est où est-ce qu'on a besoin de cette traction hippomobile. Ça a permis de beaucoup mieux sensibiliser la population à leur consommation de déchets, qui fait maintenant mieux le tri et qui a aussi réduit le gaspillage alimentaire. Il y a aussi cette logique forcément de durabilité et de respect de l'environnement, vu qu'on n'a pas d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis en plus, voilà, avec le système de la benne et sa création, ça a permis un peu de repenser comment était fait le ramassage hippomobile jusque maintenant. Et enfin, on a aussi voilà, la volonté d'une meilleure accessibilité, d'un apprentissage collectif. En région Bourgogne-Franche-Comté, on est quand même une grosse région de la traction animale. Il y a des centres de formation, c'est une activité qui se développe de plus en plus. Voilà, il y a beaucoup de temps qui sont proposés pour pouvoir partager les savoir-faire et que ça puisse se développer et être davantage utilisé. Je pense que je suis déjà un petit peu longue. Je voulais vous parler de pourquoi l'attraction animale en elle-même, au-delà des exemples de Magali et Jacques, c'est low-tech, mais on pourra en revenir dessus après, peut-être pendant les questions. Et je vais laisser la suite à Terence pour présenter l'AMI. Bah, merci beaucoup, Louane. Donc, je vous présente, à chaque fois qu'on parle d'AMI, c'est pour dire appel à manifestation d'intérêt, si jamais. Donc, justement, pour soutenir plus de démarches telles que l'atelier paysan ou les attelages de Jamassi, bah, on a créé, on a utilisé cet outil d'appel à manifestation d'intérêt, donc pour accélérer le déploiement des démarches low-tech sur le territoire, proposer, nous, en tant qu'ADEME et région, FNEBFC, et je vous montrerai les autres partenaires, un cadre d'accompagnement technique, opérationnel et financier. Et vraiment, on veut soutenir un maximum ces structures pionnières de la low-tech parce que pour l'instant, tout est à créer et diffuser un maximum de pratiques par la mise en œuvre de démarches low-tech. Donc, comme dit, si jamais vous voulez participer à cette AMI, si vous avez un projet, nous, ce qu'on va vous offrir, c'est des conseils techniques et méthodologiques, des aides à la structuration, la communication, la mise en relation, l'incubation et des aides financières si on arrive à vous relier à un autre dispositif existant de l'une de nos structures.
Et l'ADEME aussi fera aussi une évaluation environnementale type empreinte projet, c'est-à-dire pour montrer ou non que votre projet est bénéfique d'un point de vue environnemental seulement, pas humain, mais environnemental. Donc, voilà les 10 partenaires de cette AMI, donc l'ADEME, la région, France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté, l'Agence économique régionale, la CMA, la CCI, France Active Bourgogne et France Active Franche-Comté, et 2 incubateurs, l'ET et DKBFC, enfin France Active aussi, sont des incubateurs. Et si vous rejoignez, si vous déposez un projet dans l'AMI, on aura plein de rendez-vous et d'événements avec ces structures pour vous accompagner au mieux et vous offrir les dispositifs les plus pertinents. Au niveau du calendrier, on s'approche doucement de la fin. Comme dit précédemment, ça a été lancé le 16 avril, il y a bientôt 2 mois, et la clôture, ça va être le 21 juin. Mais ne vous inquiétez pas si vous avez un projet ou même une idée de projet, n'hésitez pas, je vous donne mon contact juste après, à justement me contacter pour qu'on avance au plus vite pour vous aider à remplir le formulaire. Ça se fait à peu près. Voilà, ça peut se faire rapidement. Et les auditions seront le 3 et le 12 juillet. Donc, si jamais vous avez vraiment envie de- de- d'avoir un projet dans cette AMI, il faudra bloquer une de ces 2 dates et on annoncera les lauréats de cette AMI en septembre. Donc, aussi les porteurs de projets éligibles, ça va être les structures privées, donc entreprises, start-up, etc., les associations et les collectivités. Et voilà, on a 2 volets, la mise en œuvre de démarches low-tech, donc soit le développement, soit l'intégration de démarches low-tech, et, et la partie évaluer et accompagner des démarches low-tech, donc en faisant par exemple notamment des études de faisabilité ou en étudiant le modèle économique ou organisationnel. On a certains critères de sélection, mais je vais pas rentrer dans les détails. Et donc, si vous voulez participer à cette AMI, vous pouvez notamment trouver mon contact, donc Terence Gaget, @adem.fr. Je le mettrai dans le chat. Il y a mon collègue Antoine Noiret. Et vous pouvez aussi. Donc, c'est surtout nous qui agissons sur l'AMI. Si vous avez. Voilà, pour les détails, c'est plutôt nous qu'il faudra aller voir. Et vous pouvez scanner le QR code ou je vous enverrai de toute façon le lien Innover pour la transition écologique sur le chat pour justement pour déposer votre projet. C'est un peu notre site pour l'AMI pour vous suivre au maximum. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Je vous laisse encore la slide à peu près 1 minute, mais vous pouvez commencer les questions. Merci à tous les deux. Alors pour l'instant, dans le chat, il n'y a pas de questions. Il y a juste une remarque sur l'appellation low-tech. Est-ce qu'on dit aussi basse technologie, basse tech? Euh, Alors, il n'y a pas, justement, il y a pas de français pour dire low-tech. Il y a quelques termes qui sont pas mal. Euh, il existe déjà technologie douce, technologie rustique ou technologie basse. Moi, je suis pas très fan de de ces appellations en français. Dès qu'ils sont plus adaptés, ce serait par exemple technologie appropriée ou soutenable ou résiliente. Mais en fait, à chaque fois, justement, ce que je disais avec le bloc technologique, c'est on veut remettre en question ce modèle du tout high-tech, du toujours surenchère technologique. L'humain, au final, on s'en fout. On va mettre plus de machines, plus de techno. C'est comme ça qu'on résout les problèmes. Et justement, c'est ce que permet l'appellation low-tech et voilà, il n'y a pas d'équivalent français. Peut-être technologie de pas pointe, mais bon, ça donne pas si bien. Mais justement, le terme low-tech, il n'a pas d'équivalent français de par sa nature provocatrice.
Timothée, si vous voulez prendre la parole, pour l'instant, on n'est pas débordé de questions. Il y en a une dans le... Oui, dans le chat, en tant que particulier, est-ce qu'on peut demander de l'aide? Alors, je pense, est-ce que, je ne sais pas si la question, c'est est-ce qu'on peut déposer un projet ou est-ce qu'on peut juste appeler Terence pour demander de l'aide? Vous pouvez me demander de l'aide, il n'y a pas de souci, j'ai un peu de temps. Euh, mais, euh, mais en tant que particulier, ça va être compliqué d'avoir par exemple des aides financières. Nous, on ne peut pas rentrer dans ces dispositifs. Enfin, vous ne pouvez pas rentrer dans nos dispositifs en tant que particulier seulement. Il faut une structure pour qu'on puisse bah, voilà, vous donner de l'argent, évidemment. Par exemple. Timothée, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, moi je suis enseignant aux arts et métiers à Cluny et je voulais savoir si dans le cadre de cette AMI, il pouvait y avoir des formations aux formateurs, payantes ou pas, qu'on pourrait organiser à la rentrée pour former les enseignants à cette démarche-là, pour qu'ils puissent la déployer dans leurs projets auprès des étudiants. Euh, Justement, il y avait une petite slide là-dessus, je ne suis pas rentré dans les détails, mais nous, ce qu'on veut accompagner les structures pionnières, mais on n'est pas encore sur des axes de sensibilisation et d'éducation à la bibliothèque. Je veux bien qu'on échange quelques mots ensuite par mail. Ce serait déjà super intéressant de savoir que vous êtes là et de connaître un peu vos projets et voir si on peut vous aider d'une quelconque façon. Mais justement, on veut plus des projets exemplaires parce qu'on peut les voir, voilà, des projets vraiment palpables de mise en œuvre de démarches low-tech. Et on n'est pas encore, mais ça viendra peut-être un jour sur de l'éducation à la low-tech. Ok. Si j'ai bien répondu à la question. Quand on a envoyé le formulaire d'inscription, on a demandé si quelqu'un avait, enfin, si vous aviez un retour d'expérience à partager. Donc, il y a eu plusieurs retours sur plusieurs d'entre vous qui expérimentaient déjà voilà, des approches low-tech et certains aussi sont intéressés pour rejoindre un projet. Donc, je ne sais pas s'il y a des idées là ou des partenariats qui peuvent se faire en ligne. En tout cas, si vous avez envie de proposer quelque chose, on a le temps. Je vois des mains levées. Il y a Vincent et Francis ensuite. Donc, Vincent, je te laisse la main. Ça y est, j'ai allumé mon micro. Oui, on t'entend. Bonjour à tous. Je me demandais s'il existait déjà un catalogue des choses qui sont déjà low-tech, qui sont disponibles sur le marché. J'ai pensé, je pense qu'on nous a demandé si on avait déjà des expériences de choses low-tech pour participer à cette réunion. Et j'ai répondu, par exemple, que j'ai remplacé une chaudière par un simple fourneau bouilleur. Le seul défaut qu'il a, ce fourneau bouilleur, c'est qu'il n'est pas reconnu comme une chaudière, donc il ne touche pas les aides. Mais c'est carrément plus performant qu'une chaudière. Voilà. Donc, est-ce qu'on a déjà un catalogue des objets low-tech qui sont tout simplement disponibles sur le marché? Voilà. Comme je l'ai dit précédemment, la low-tech ne s'intéresse pas aux objets directement. Il n'y a pas d'objet low-tech en soi. Ça, c'est super important parce qu'on pourra plus faire, on pourra toujours faire plus low-tech, notamment par la suppression totale de la techno. Par exemple, passer de la voiture au vélo à la marche à pied. On ne peut pas dire que le vélo soit low-tech en soi. Donc, il n'y a pas vraiment de... Moi, je suis contre le fait de dire qu'il y a des objets low-tech en soi. Il y a des structures qui promeuvent ça, qui sont en train de promouvoir justement des objets low-tech. Voilà, c'est un débat de philosophie, mais si jamais vous pouvez vous renseigner sur justement le catalogue un peu de l'avant-d'après, où c'est plutôt des objets efficaces. Moi, quand ça concerne que les objets, je vous conseille de regarder plutôt au niveau de l'éco-conception. C'est plus adapté aux objets, c'est une démarche vraiment très mûre, mais, euh, mais la démarche low-tech s'intéresse pas assez à... Bah, c'est pas seulement des objets, c'est la démarche, donc il n'y a pas d'objet low-tech.
Donc, je vous conseille de regarder peut-être sur l'avant-d'après. Je vous mets ça dans le chat. Je vais essayer de trouver un lien juste après. Et par exemple, plutôt à un niveau industriel, si j'ai bien compris, il y a aussi Label Tech qui fait par exemple, du biochar, qui fait des light fire, mais en fait, c'est à chaque fois adapté à une économie. Merci beaucoup pour les liens, Béatrice. Donc, voilà, pour répondre en 2 mots à la question, pas d'objet low-tech, pas de catalogue d'objets low-tech, donc, même s'il y a des structures qui revendiquent ça, et vous pouvez aller voir sur leur site. Merci, Francis. Et après, il y a des questions dans le chat, je les Ouais. oublie pas. Oui, bonjour, je m'appelle Francis Boissenet, je suis designer et je fais des projets d'éco-conception et donc autant au niveau de l'objet que de l'aménagement d'espace de manière générale. Et du coup, moi, j'ai plutôt l'envie de chercher un projet dans lequel m'intégrer. Vous avez dit qu'on parlait d'une démarche, qu'on parlait d'un contexte et du coup, voilà, moi, je suis prêt à mettre mes compétences, on va dire, pour un projet, mettre mes compétences dans le. Oh, je me perds dans mes mots. Voilà, j'ai des compétences. Et du coup, voilà, c'était ma question, c'est est-ce qu'il y a des projets qui sont autour de la route des potes ou même que vous avez pu recevoir du côté de l'ADEME où on pourrait intégrer du design et voilà, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles je peux venir me greffer? Alors, pour l'instant, avant la clôture et l'annonce des lauréats, je ne vais pas rentrer dans les détails des projets qu'on a reçus, mais sachez qu'on en a reçu bien assez et des très pertinents. Mais je t'encourage à m'envoyer un mail pour me redire ça, pour que je retrouve ton contact par la suite. Et j'enverrai ça, j'en parlerai au comité de pilotage, donc les 10 structures dont j'ai parlé précédemment, pour dire que, et notamment aussi aux lauréats, pour leur dire que s'ils ont besoin d'un designer, on a quelqu'un. Super, Et merci. merci beaucoup pour ta Parce que oui, participation. j'ai des pistes, mais j'ai pas de projet encore concret. Et Oui, là, je la comprends. date arrive assez vite, donc je pense que oui, je vais te recontacter. Non, parfait. Merci beaucoup. Monsieur Merci à Bouillon, si vous voulez continuer sur vos questions et puis peut-être les préciser parce que j'ai du mal à Oui, ben, en fait, clarifier. je suis en train de remplir le dossier, hein, je suis en contact avec Terence au travers de la plateforme et donc je porte un projet autour de l'engagement responsable et en fait ma question, on demande de proposer des ressources en fait, en disant de quelles ressources vous avez besoin. Donc ça veut dire qu'on estime ces ressources pour un projet, d'accord? Et en fait, ben, quand on fait ça, on a beaucoup de chances de se tromper. En fait, on est sûr qu'on va se tromper. Et donc en fait, la question que je me pose, c'est comment faire pour vous donner des ressources les plus crédibles possibles, mais avec un niveau d'incertitude important. Moi, justement, comme dans toute approche scientifique, on donne une estimation et étant donné que ça marche très peu souvent comme sur les calculs, on essaye de donner un ordre d'idée, justement, un plus ou moins, ça peut être un pourcentage ou ça peut être une quantité directement. Donc, par exemple, plus ou moins 50%. Et nous, de toute façon, on est des humains derrière, c'est pas des machines qui vont décider des projets. Donc, on va bien, on va voir si on va justement réfléchir à ça. Est-ce que ça nous convient ou pas? Et si on propose d'embaucher sur le projet, on vous le propose et on garde ensemble les C'est pour... bien de le mettre dans le dossier de toute façon. Ce Ok, genre de choses sont potentiellement valorisantes. merci beaucoup, super clair, merci. Je continue à préparer mon projet. Merci. Alors, dans le chat, il y a une question sur le type d'accompagnement qu'on peut attendre du dispositif. Je crois que tu l'as évoqué peut-être un peu rapidement. Et puis, on demande si le développement du modèle économique d'une structure avec un projet low-tech et solidaire est envisageable dans le cadre de l'ANI. Mais je pense que ce C'est serait peut-être pas mal, si je peux me permettre, de repasser les slides quand même sur l'AMI, le type d'accompagnement et puis une demande sur les critères Les aussi de critères de sélection, sélection. peut-être. ok, bah, je vous représente Mais tout pour ça. info, on partagera, si vous êtes OK, Terence et Louane, la présentation aux participants après coup. Pardon.
Il n'y a pas de souci pour moi de toute façon. Au niveau des critères, de l'accompagnement qu'on va réaliser, c'est assez flou. En fait, ça dépendra de chaque projet, mais on ne peut pas rentrer plus dans le détail que accompagnement technique, par exemple, avec toutes les expertises. Voilà, je parle beaucoup en tant qu'ADEME parce que je connais, enfin, les autres structures, je vois à peu près ce qu'ils font, mais je ne peux pas parler en leur nom non plus. Donc, nous, par exemple, on peut donner des conseils techniques, notamment scientifiques sur l'environnement, euh, des, des conseils méthodologiques. On a des incubateurs qui pourront vous aider au niveau du business model, de la structuration. Nous, à l'ADEME, on va beaucoup communiquer. Il y a, j'imagine, d'autres structures qui vont communiquer si un projet rentre vraiment bien dans leur clou, et vraiment voilà, communiquer et faire de la bonne promotion sur le projet. Il y a de la mise en relation, notamment entre les différents lauréats, mais aussi si on pense qu'une personne est pertinente, par exemple, le designer, je ne sais plus tu t'appelles, mais, euh, mais par exemple, ça, c'est une des choses qu'on peut faire. J'ai parlé de l'incubation et les aides financières, il n'y a pas de fonds propres à l'appel à manifestation d'intérêt. Ce n'est pas un appel à projet. C'est ça la différence. C'est ça la grosse différence entre les deux dispositifs. Mais on pourra vous aider financièrement si on arrive à vous faire rentrer dans un autre dispositif de l'ADEME, de la région, d'une structure partenaire pour justement, si on arrive à vous faire rentrer dans un dispositif, vous pourrez toucher de l'argent, mais on ne vous promet pas que vous pourrez toucher de l'argent dans tous les cas. Déjà, il faut que vous soyez lauréat et en plus, il faut que vous rentriez dans un dispositif. Donc, on va tout faire pour si on voit que c'est vraiment votre besoin. Mais si on n'a pas de dispositif, on n'a pas de dispositif. Et donc, voilà pour les accompagnements qu'on vous propose. Et sur les critères de sélection, donc respect de la philosophie low-tech, ça c'est bien détaillé sur le site, et quand vous allez remplir le formulaire, ça touche notamment beaucoup, c'est très centré sur les notions de utile, accessible et durable. Ça, de toute façon, vous pouvez me contacter avant de remplir le formulaire pour qu'on prenne un temps ensemble, ou même pendant vous remplissez, pendant au moment où vous remplissez le formulaire, pour voir justement chaque petit détail, démystifier un peu le truc et décomplexifier, parce que quand nous, on a écrit une phrase, elle n'est pas toujours adaptée à chaque projet, évidemment. Donc ça, c'est le gros point sur la philosophie low-tech. Et sinon, évidemment, il y a quelques autres points. Par exemple, si le projet est pertinent ou pas, s'il a une bonne méthodologie, c'est le dernier point, mais on va traiter ces deux points en même temps. Le niveau de maturité, ça ne veut pas dire qu'on va prendre que les projets très matures, mais ça veut dire qu'on va être regardant, en tout cas sur ce critère. Mais un projet qui est juste une idée pour l'instant, mais une idée très, très détaillée, avec une bonne étude de marché, etc., pourra être aussi très valorisé. Et on cherche aussi à avoir un projet qui a une dynamique structurante et fédératrice, et vraiment reproductible, justement parce que c'est une des forces de la low-tech, comme ont témoigné les exemples montrés par Louane. C'est justement, là, on n'est pas dans le secret professionnel, ou plutôt dans je sais plus comment ça s'appelle, mais le secret industriel un petit peu. Ouais, je sais plus que c'est un nom. On est bien plus sur l'accessibilité, l'ouverture, et bien plus d'open source. C'est ce qu'on veut. Donc, ce sera ça les critères de sélection. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Je dirais que oui. Vincent, il y a toujours une main levée. Je ne sais pas si c'est une nouvelle question ou si c'est celle de tout à l'heure. Non, j'ai oublié de baisser la main. Ok. Et sinon, il y a deux questions. Oui. J'ai vu Tobias qui souhaite ressusciter un projet qui a abouti à un prototype en 2021, et d'en refaire un pour l'améliorer sur certains aspects techniques et visuels. Est-ce que tu veux prendre la parole, Tobias? Je crois savoir ce que c'est, mais comme je ne suis pas sûre,
Tu as un micro. Non. Alors, je crois pouvoir répondre pour Tobias, puisqu'il a un problème de micro, apparemment. J'ai participé avec lui en 2021 à la conception d'un VEP, un véhicule à énergie positive. Et ce véhicule, il a été testé pendant une journée entière. Et ensuite, il a circulé sur certains lieux de présentation. Le premier prototype avait des défauts techniques, mais des défauts de présentation. Et je pense que Tobias veut développer un prototype amélioré. Voilà. On peut voir les détails. De toute façon, je vous conseille de me contacter par mail. Vous pouvez trouver mon adresse mail dans le chat ou ensuite dans la présentation qui sera accessible. Donc, voilà, je vous invite à m'envoyer plus de détails sur le projet pour voir s'il peut rentrer dans les critères de l'AMI, mais avec s'il peut, je peux que vous conseiller de me recontacter. Cyril, je vous laisse poser votre question. Oui, bonjour. Donc moi, je suis salarié de l'association Ciné-Cyclo et on exploite déjà un système low-tech. Je crois même qu'on est dans Transition Action, on fait partie du catalogue des recensements des projets, je crois bien. Et nous, on est toujours un petit peu en dehors des clous, c'est-à-dire qu'on a effectivement un système low-tech, mais en même temps, ma question c'était le point de vue culturel que nous, on promeut souvent, le cinéma, et pourquoi pas le vecteur du vélo lui-même, qu'on exploite beaucoup, les films qu'on peut montrer qui peuvent parler de low-tech, un festival du cinéma low-tech, enfin, il y a beaucoup de choses qui pourraient me venir à l'esprit là. Est-ce que ça peut rentrer dans ces financements, dans les aides qu'on peut avoir? Sur ce sujet, si je prends un exemple d'une autre AMI, l'AMI Île-de-France 2020, sur toujours les démarches low-tech, il y a le projet Ville Low-Tech 2020, si jamais vous voulez vous renseigner là-dessus. Je vous l'écris dans le chat. D'accord, merci. Vous pouvez trouver des détails sur Internet là-dessus. Et justement, c'était un projet culturel sur la low-tech. Un projet culturel sur la low-tech qui a complètement été pris dans l'AMI. On n'a pas exactement les mêmes critères, on n'a pas le même comité de pilotage, et évidemment, on n'est pas les mêmes personnes, mais ça me paraît pas impossible, en tout cas, justement avec le ciné-cyclo en soi montre bien la démarche low-tech par rapport à de l'existant, comment faire plus low-tech. Donc, je pense que ça peut complètement rentrer, avoir le projet, mais on peut en discuter. Et aussi, concernant juste avant les véhicules, les véhicules intermédiaires, vous pouvez vous renseigner sur l'extrême défi. Je vous note encore une fois comment ça s'écrit. Tapez extrême défi ADEME, sinon vous tombez sur un dessin animé. Hop. Et voilà, peut-être que le véhicule intermédiaire qui a été évoqué précédemment peut rentrer dans les critères de l'extrême défi. Je ne sais pas où en est l'extrême défi. Loane? Oui, je voulais revenir juste sur Villotech pour moi, et après ça restera toujours à tous les partenaires de l'AMI de voir. Mais Villotech, c'était un cabinet de consulting qui s'appelle Azimio avec les Villette Makers, donc sur le parc de la Villette à Paris, qui ont essayé de réfléchir à la fois à la place des institutions culturelles et de la manière dont elles pouvaient appliquer le filtre low-tech à leur programmation, à leur manière de faire, à leur saisonnalité. Et en plus, à côté, ils ont fait une exposition low-tech. Donc, on était vraiment dans la création artistique par rapport à la low-tech. Cette exposition qui elle-même a été réfléchie pour pouvoir bouger en France, être réutilisée et qu'en fait, elle soit très durable. Voilà, si jamais tu as des questions à leur poser sur leur approche, parce qu'ils en ont fait, en fait, après les plusieurs mois, 10 mois d'expérimentation et d'exposition sur le parc de la Villette, ils ont créé même un livre blanc de la culture low-tech.
qui est hyper intéressant et voilà, qui creuse un peu avec des designers, des artistes, des ingénieurs spécialistes de la low-tech, comment est-ce qu'on peut approcher le sujet via le monde culturel. Et je trouve que c'est personnellement très intéressant puisque c'est vraiment sur l'idée de créer des storytelling aussi et de rendre le sujet un peu désirable. Donc voilà, si besoin, je peux te transmettre les contacts de la personne qui avait coordonné le projet. Oui, je veux bien. Ouais, merci beaucoup. Ok, super. Là-dessus, j'ai envoyé un lien dans le chat sur un petit document de 2 pages sur comment, voilà, pour remettre en gros le projet. Voilà, si ça peut t'aider. On renverra tous ces liens avec l'enregistrement du Café Pod d'aujourd'hui et puis les contacts de Terence, Louane et puis on mettra aussi la liste des participants si vous avez envie de rentrer en contact les uns avec les autres pour développer des projets, déposer un dossier. Voilà, ce serait chouette. Et ben, en tout cas, Jusqu'au 21 juin. J'ai mis le lien Ouais. pardon, Bertie, du livre blanc dont on parlait, qui est une opération ADEME nationale avec la Villette aussi. L'ADEME construit voilà, toute une veille sur la fabrique des récits, des imaginaires, et je crois que ça s'inscrit là-dedans. Ok, très bien. Écoutez, on Super. arrive au terme de ce café pot. Alors, en guise de petite conclusion, je vous propose de partager dans la conversation un petit mot de conclusion, une pépite, un regret qu'on collectera. Et en tout cas, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup à Terence et Louane pour vos présentations. Et puis, donc, n'hésitez pas à vous connecter sur les différents liens qu'on vous a transmis via le chat. Et le prochain Café Pot aura lieu le 25 juin sur la relation entre les territoires et le réseau des potes avec des partages d'expériences d'un élu et d'un agent qui sont aussi membres du réseau des potes, agents de collectivité évidemment, qui sont aussi membres du réseau des potes. Merci. Je voulais aussi rappeler aux membres du réseau des potes qui sont dans cette session qui pouvaient, s'ils avaient une idée de projet, un souci avec un véhicule électrique à améliorer, voilà, poser leur problématique sur la liste de discussion. Et voilà, elle n'est pas très vivante, mais visiblement, il y a quand même des bons retours pour ceux qui osent poser des questions. Merci beaucoup. Salut à tous. Merci. Merci à vous tous et bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci les potes Merci, au revoir. pour votre invitation, c'était super. Merci. Merci beaucoup.